Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Gabon va organiser la CAN 2017. La Confédération africaine de football l'a annoncé ce mercredi. La compétition était initialement prévue en Libye, mais elle a dû être délocalisée en raison du contexte politique. L'opposition algérienne propose une feuille de route. Les acteurs de la coordination pour les libertés et la transition démocratique se sont concertés ce mardi à Alger en vue de préparer un certain nombre d'actions à mener sur le terrain. La transition démocratique sera au cœur des débats. Le Rwanda dispose de nouveaux éléments concernant le génocide de 1994. Au soir du 21e anniversaire du déclenchement de ce génocide, l'Élysée a déclassifié ce mardi les archives de la présidence française. L'organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations est enfin dévoilé. Le Gabon accueillera la CAN 2017. Le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, vient de l'annoncer officiellement ce mercredi. Le pays a finalement pris le dessus sur l'Algérie et le Ghana, autres candidats à l'organisation de l'événement. Une décision saluée par la présidence gabonaise, comme nous l'explique Alain-Claude Bilibinzié, porte-parole de la présidence gabonaise. D'abord, un grand merci aux responsables de la CAF qui connaissent bien le football africain, qui savent que le Gabon a organisé un très bel événement avec la Guinée équatoriale en 2012. Et le fait de confier cette organisation au Gabon seul est un témoignage de ce qu'effectivement nous avons acquis maintenant une expérience et une expertise dans les grands événements. Ensuite, c'est un grand mouvement pour la jeunesse gabonaise et pour l'économie gabonaise. Ça veut dire que la CAN va à nouveau nous permettre de poursuivre l'investissement, d'attirer davantage de temps au Gabon et d'avoir de l'emploi pour les jeunes Gabonais et pour les jeunes Africains. C'est une grande nouvelle pour le Gabon et pour le continent. Nous sommes très heureux parce que le sport, ça unit les nations, ça soude les nations, le sport, ça entraîne, ça amène de la joie, ça amène de la gaieté. Et nous sommes vraiment très heureux dans un contexte où, très franchement, aujourd'hui, dans notre pays, les gens ont besoin de parler d'autre chose, de penser à autre chose et de pouvoir effectivement se mobiliser pour notre équipe nationale. En Algérie, l'opposition propose sa propre alternative face à la situation politique, économique et sociale du pays. Un congrès est actuellement en préparation. Sa date sera fixée le 5 mai prochain. L'opposition va plus loin. Un programme d'une série de conférences thématiques a été mis en place afin d'aborder notamment les thèmes de la corruption et la baisse des prix du pétrole. Ibrahim Ndiaye. En Algérie, l'opposition s'organise pour l'après Abdelaziz Bouteflika. Réunis sous la bannière de la CLTD, la coordination pour les libertés et la transition démocratique, les membres de l'opposition ont mis en place une feuille de route afin de consolider la démocratie. Ce front rassemble plusieurs ténors de la vie politique algérienne. L'opposition algérienne regroupée au sein de la coordination nationale pour la transition démocratique qui se réunit régulièrement et qui rassemble des personnalités politiques algériennes très connues comme l'ancien Premier ministre Ahmed Ben Bitoul, l'ancien Premier ministre Ali Belflis, des personnalités aussi telles que Sofiane Gelali et d'autres personnalités, donc également des partis. Travaille depuis des mois, bien avant les élections présidentielles d'avril 2014 qui ont porté Bouteflika au pouvoir pour un 4e mandat de 5 ans. Réunis ce mardi 7 avril à Alger, les acteurs de la CLTD, la coordination pour les libertés et la transition démocratique, ont fait plusieurs propositions allant des conséquences de la chute du prix du pétrole à la problématique de la corruption, de la commission indépendante pour l'organisation des élections ou encore du danger de l'exploitation du gaz de schiste. C'est une plateforme qui porte sur la transition démocratique, sur la nécessité de doter l'Algérie d'institutions stables, d'institutions fonctionnelles, une plateforme qui n'accepte pas une révision constitutionnelle à l'heure actuelle, son débat national, qu'on s'entende sur les grandes lignes par rapport à la représentation nationale, c'est-à-dire un Parlement qui représente réellement la population, par rapport à une vision très claire par rapport à l'économie, le contrôle de l'action du président, la limitation du mandat présidentiel à 2, sur la nécessité également d'avoir une vision par rapport à la politique extérieure et par rapport à d'autres aspects liés à l'économie, à la culture, etc. Donc la coordination travaille depuis des mois, elle a fait des rassemblements au niveau national, bien qu'il y a beaucoup de difficultés. L'opposition se réunira en congrès le 5 mai 2015
2015. Une deuxième feuille de route devrait sortir de cette rencontre. L'Assemblée intérimaire du Burkina Faso a adopté ce mardi 7 avril un nouveau code électoral. Ce dernier interdit aux partisans de l'ancien président Blaise Compaoré de participer au scrutin présidentiel et législatif d'octobre prochain. Ce vote fait suite à une vague d'arrestations dans l'entourage de l'ex-président. Une demi-douzaine de proches de l'ancien chef d'État, Blaise Compaoré, liés à son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, ont en effet été arrêtés ce lundi ainsi que ce mardi. L'éventualité d'un référendum au Congo n'est pas écartée. Le président Denis Sassou Nguesso a déclaré ce jeudi qu'un dialogue politique était nécessaire et qu'il serait suivi par une consultation citoyenne sur l'avenir de la Constitution. Pour l'opposition, le référendum est synonyme d'une modification du texte fondamental et d'une volonté pour le président de se maintenir au pouvoir par un troisième mandat. Le dialogue ne semble plus être une option, comme nous l'explique le président du Congrès du peuple, Marcel Guitoukoulou. Nous sommes dans un État qui se dit démocratique. Ce problème de modification ou de changement constitutionnel, ce débat de clocher autour de la question constitutionnelle, qui ne vient que symboliser la volonté d'un coup d'État permanent, un coup d'État constitutionnel, ne devrait pas avoir lieu. Parce que le peuple congolais avait concédé au président Sassou Nguesso un contrat de travail à durée déterminée par le biais d'une constitution écrite et validée par ses propres soins, qui balisait la limite de la démocratie dans notre pays, en spécifiant que l'alternance était la base de la démocratie chez nous, et par conséquent, il y a eu des verrous qui faisaient que la Constitution ne pouvait pas être violée, et donc l'alternance politique garantie. Aujourd'hui, le président Sassou Nguesso, par cette volonté et cette intransigeance de vouloir coûte que coûte toucher au texte fondamental, donc à la fondation de notre nation, est en train de violer le contrat de travail et le contrat moral et juridique qui le lie au peuple congolais. Et par conséquent, en tout cas en tant que citoyen, je ne trouve pas d'intérêt de discuter avec le président Sassou sur cette question. Le sentiment global et général dans le pays tout entier aujourd'hui, c'est de dire les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et que par conséquent, le président Sassou Nguesso pour nous n'est même plus autorisé à ouvrir un dialogue de quelque nature que ce soit ou habilité à convoquer un référendum de quelque nature que ce soit sur la question constitutionnelle. Il est donc partant dès lors que ce mandat a pris fin en 2016. L'actualité du jour, c'est également la déclassification des archives françaises concernant le génocide au Rwanda. Toutefois, le scepticisme reste de mise. Kigali pointe régulièrement du doigt la France concernant son rôle dans ce génocide. L'année dernière, lors de la 20e commémoration, le président Paul Kagame avait même accusé la France de participation directe. Cette décision reste toutefois saluée par plusieurs associations de victimes, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. Pour les associations de défense des victimes et pour de nombreux historiens, la décision de la présidence française de déclassifier ce mardi 7 avril ses archives sur le Rwanda de 1990 à 1995 est un symbole fort, un pas historique sur le génocide des Tutsis en 1994. La déclassification des documents de la période 90-95 de la présidence française est d'abord un signe de rapprochement, je dirais, avec le Rwanda, parce que c'est un signe aussi de vérité. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'historiens qui se posent des questions. On pourrait savoir, par exemple, les relations qui étaient entre la France et le Rwanda. Est-ce qu'il y a eu des livraisons d'armes décidées par la présidence? Est-ce qu'il y a eu des contacts, notamment pendant la période du génocide en avril, en mai 94? Une vingtaine de procédures est en cours pour crimes contre l'humanité. Si la nouvelle est saluée au pays des Mille Collines par les associations de victimes du génocide, ces dernières espèrent que des documents cruciaux n'aient pas été expurgés, des fonds mis à la disposition du public. Elles espèrent afin obtenir la lumière sur cette période de l'histoire du Rwanda. Cette période est cruciale parce que la guerre du FPR a commencé dans les années 90, en 91. Donc, ce qui fait qu'on pourrait savoir si les Français ont réellement participé dans des combats contre le FPR. Et éventuellement, il peut y avoir la lumière sur l'attentat de l'avion de Abiyarimana.
c'est une période courte, mais une période remplie de beaucoup de choses. C'est vraiment depuis 90 qu'il s'est passé des choses, qu'il y a eu beaucoup d'entraînement, qu'il y a eu beaucoup de contacts au niveau militaire, qu'il y a eu des livraisons d'armes. La période est cruciale et elle est très importante. Elle peut suffire pour vraiment savoir ce qui s'est passé même au niveau de ce génocide. Rappelons que le génocide en 1994 avait fait quelques 800 000 morts au Rwanda. Au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la santé, l'Afrique du Sud révèle tester un nouvel antibiotique contre la tuberculose multirésistante. Aucune innovation n'a été réalisée depuis 40 ans contre cette maladie. Mais depuis 2013, quelques 217 Sud-Africains sur 500 patients tests dans le monde ont été mis sous traitement à la bédaquiline. Et près de 3000 devraient suivre cette année. Ce médicament a d'ailleurs reçu l'autorisation de l'Organisation mondiale de la santé. Tous les tests cliniques ne sont pas encore terminés et restent coûteux, ce qui explique sa diffusion encore restreinte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.